Bien, bonsoir, bienvenue à tous. Merci d'être venus jusqu'ici. Merci à Canal de nous accueillir ce soir. Ça fait vraiment plaisir d'avoir encore une fois une très belle salle et tout le matériel pour pouvoir faire de la diffusion en live sur Internet aussi. Bienvenue à vous, bienvenue à toutes les personnes dont c'est la première fois. J'espère que vous allez aimer les talks et que vous avez apprécié les pizzas et les bières. Merci aussi à tous ceux qui reviennent à chaque fois. Il y a de plus en plus de monde à chaque meet-up, donc ça nous fait vraiment plaisir que cet événement prenne autant d'ampleur. Et donc pour ce soir, au programme, on a deux talks. Donc le premier qui sera fait par nos amis de chez Canal+, qui a parlé du per title encoding et de leur plateforme d'analyse de qualité vidéo. Et ensuite, donc, on va enchaîner avec un talk de Nomalab sur le contrôle qualité dans le cloud. Voilà. C'est rapide. Pour rappel, on va faire la prochaine édition donc vers fin mai, début juin. Tant que j'y suis, je passe une petite annonce. S'il y a des gens qui veulent nous aider à organiser, qui veulent nous aider notamment avec le matériel vidéo pour faire la transmission en live de l'événement. On cherche des volontaires pour joindre les forces de Paris Vidéothèque. Donc n'hésitez pas à venir me parler ou parler à Simon, Nicolas ou Erika qui sont là aussi derrière. Et puis comme toujours, après les talks, on va continuer le networking dans un bar, l'Instant Bar, donc, qui est pas exactement à côté, mais qui est juste en face de l'autre côté de la scène. Donc voilà. Ah oui. Et dernier petit... alors normalement, on ne fait pas de pub à Extreme Route, même si on organise, mais cette fois, on s'est permis de faire un petit 2 minutes de pub personnelle. Donc si vous ne savez pas, un des organisateurs du Meetup, c'est justement Streamroot. On fait de l'accélération de streaming par peer-to-peer. Et on recrute, on a levé pas mal d'argent récemment. On est une trentaine d'employés à Paris, New York et Denver, et on cherche encore pas mal de gens, dont notamment des développeurs front-end, des gens pour la QA release, des media engineers, des back-end engineers, des product managers, des data scientists et d'autres. Donc si par hasard vous voulez changer de job et si vous voulez rejoindre une startup en pleine croissance, n'hésitez pas aussi à venir nous parler. Voilà, ça c'était pour la petite promotion personnelle. Très bien, bah merci beaucoup et on va passer directement au talk de Canal. Bonsoir, on est très content de vous accueillir ce soir à Canal. Je ne vais pas faire une présentation de Canal+, un peu trop corporate ou sur nos offres, nos bouquets, nos clients. On va commencer par juste une présentation très courte en quelques chiffres sur notre année 2017. Donc c'est en linéaire, Canal+, on a 170 chaînes en réception qu'on redistribue, même un peu plus. En métropole uniquement, il y a aussi l'international. Je n'avais pas tous les chiffres, donc je n'ai pas voulu mettre d'erreur. Ces chaînes, elles sont diffusées multivecteurs, satellite, IPTV, OTT. En linéaire, on a eu jusqu'à 2,4 terabits par seconde d'expulsés au CDN en pic. C'était un match OM-PSG en octobre, et ça représente un quart de la bande passante française. Sinon, long linéaire, on est à peu près à 1000 contenus par jour qu'on réceptionne, pareil qu'on envoie sur multivecteur. Sur toute l'année, ça fait 3,3 millions de fichiers déposés et 2 pétas de fichiers qu'on a provisionnés chez les FAI ou sur les CDN. Pour continuer un peu la petite presse corporate,
On a une communauté qui s'appelait Plus de Dev en interne, qui devient Canal Tech. Et on s'ouvre de plus en plus sur notre Twitter, sur notre Medium, sur le GitHub où vous pouvez trouver le player open source de Canal+, le RX Player. Puis vous avez un petit lien aussi sur nos offres d'emploi de tout le groupe Canal+. Alors pour commencer la première présentation, je vais faire dans l'ordre inverse que ce qui était annoncé. C'est un petit retour d'expérience sur nos analyses de qualité vidéo et pourquoi on a choisi de construire nous-mêmes une petite plateforme unifiée qu'on développe et qui forcément n'a pas tous les features dès le début, mais qui sera bénéfique pour nous sur le long terme. Quand est-ce qu'on évalue la qualité vidéo quand on veut choisir un encodeur, quand on veut changer nos profils d'encodage, et puis quand on change de codec. C'est 3 cas très, très réguliers. Donc pour ça, on va juste essayer de trouver le bon compromis des paramètres d'encodage. Donc il y a toujours débit, résolution, mais tous les paramètres d'encodage en fonction de la qualité vidéo qu'on a en sortie. Pour ça, un peu comme tout le monde, hein, on est évaluation subjective. Donc c'est bien parce que regarder soi-même la vidéo et la qualité, ça nous permet de faire des démonstrations. On est en conditions plus réelles, c'est un humain qui regarde. On prend la décision grâce à nos évaluations subjectives. Et les évaluations objectives, c'est là où on a un peu plus de mal. C'est que c'est pratique de pouvoir avoir une idée sur 500 flux sans avoir à les regarder tous, un à un. Et donc, évaluation objective, même si ce n'est pas elle qui nous aide à prendre la décision, enfin, avec laquelle on prend la décision finale, nous aide à nous orienter, à prendre la décision de qu'est-ce qu'on va regarder plus en détail. C'est déterministe, on peut répéter, on peut quantifier. Avec les métriques, ce qui est pratique, c'est qu'on va pouvoir vraiment quantifier un écart de qualité qu'on a constaté visuellement. Il y a un des outils d'analyse qu'on a pris chez nous au labo. Je ne voulais pas trop faire de pub, mais je ne voyais pas trop comment continuer après sans le citer. Donc c'est le Clearview. L'intérêt de cet outil, c'est qu'on s'est dit, on prend ça, c'est un outil qui fait tout. Ça va être notre outil central. On enregistre du flux SDI, on enregistre du flux IP, on a du linéaire, du non linéaire, support jusqu'à l'Ultra HD, plein de métriques. On peut même réaligner des fichiers qui sont un peu décalés dans le temps, du playback, de l'export. Pour nos analyses subjectives, c'est parfait. On a des modes de visionnage super. Par contre, en non linéaire, ça commence à se compliquer sur tout ce qui est objectif. À chaque fois qu'on doit importer un fichier, il faut remplir tout ça manuellement, il ne le garde pas en mémoire. Quand on fait une mesure de métrique, on a un très beau petit graphe avec des points verts dans un tout petit cadran, donc c'est pas super top pour partager les résultats. Du coup, on exporte le fichier. Un format de fichier propriétaire, c'est pas un CSV facile. Bon, on l'importe dans Excel, on fait détection de colonnes, on se débrouille. Mais tout ça manuellement, quand on veut faire beaucoup de fichiers et qu'on avait dit l'objectif c'est bien, ça nous permet de faire plein de fichiers d'un coup et de nous orienter, c'est pas top. Du coup, la première idée, ça a été, on ne va plus passer par Excel, on va développer notre propre interface pour importer ces fichiers. Ils vont parser le fichier propriétaire du Clearview. Donc ça marche très bien. Ça marche tellement bien qu'on l'a beaucoup utilisé, et on l'a tellement utilisé que c'est devenu inutilisable et qu'on a une liste, on n'avait pas prévu l'interface au départ, c'était un peu grand et on était obligé de faire du CTRL F tout le temps. Donc on aurait pu juste améliorer cette interface. Mais alors pourquoi une plateforme complète nouvelle? C'était pour l'interface, pour importer des fichiers par batch, plutôt que faire sa conf, attendre 1 heure d'import, refaire sa conf, attendre 1 heure d'import pour le fichier suivant. Pareil pour une file d'attente des traitements. Et puis, scalabilité du système, c'était si on veut installer le logiciel sur son ordinateur portable au labo, plutôt que d'avoir un équipement qu'il faut se trimballer sous le bras. Et évolutif, si on développe en interne, on pourra ajouter des fonctionnalités au fur et à mesure. Alors l'architecture, elle est assez simple. L'architecture pour l'instant. On a
un noyau, une application qui sert de moteur et d'interface connectée à une base de données, et des queues qui permettent d'envoyer des tâches d'analyse à une deuxième application worker. Ça c'est bien, on peut s'installer sur son ordi. On a un petit Docker Compose, on fait juste up, ça nous le lance et c'est bon. Et puis si on veut, avec la file d'attente, on met plein de workers derrière. Et dans le labo, on peut se faire un truc qui peut vraiment traiter plein de tâches. Donc là, je vais vous faire une petite démo. Attention, le produit n'est pas fini. On va attendre que ça charge. Voilà, alors. C'est bon. Donc ça ressemble à ça. On a nos projets d'analyse, une liste de médias qu'on a importés, une liste où on s'est dit qu'on pouvait catégoriser les médias sur le fournisseur si on voulait pouvoir avoir une note globale de performance d'un fournisseur. Pour l'instant, c'est vraiment juste pour trier. Et la liste des tâches qui sont effectuées. Le premier avantage par rapport à ce qu'on avait avant, c'est que maintenant on fait parcourir, on sélectionne autant de fichiers qu'on veut et on peut importer plusieurs fichiers en même temps. Là c'est en local, c'est bon. Donc le fichier, une fois qu'il est importé, il a déjà fait une tâche de probe, nous permet de recevoir le probe, de voir tout ça derrière, il y a FFmpeg qui tourne. Donc on peut avoir l'affichage complet du probe. Et c'est des tâches qu'on peut, dans nos réglages, définir un probe, génération des images pour un preview, analyse des images IP, B. Tout ça, on décide si on les lance comme tâche automatique à l'ajout d'un média. Et on regroupe ensuite ces médias dans des projets test. Le projet est un peu long à charger. Voilà. Donc ici, par exemple, on a un projet de test. On a mis notre fichier de référence et des encodages, plusieurs définitions, chacune ont plusieurs débits. Et on a déjà fait les calculs de PSNR SSIM, VMAF va arriver. Et on a toujours nos graphiques qu'on trouvait pratiques de l'autre côté, avec plusieurs options qu'on va améliorer au fur et à mesure du temps. Là, ça sera plus clair si je mets qu'une seule métrique. Bon, on a un petit bug d'affichage sur cette courbe-là. Elle part un peu dans le désordre. Mais en tout cas, sur celle-là, on voit bien l'idée. Sur une seule définition, on a la moyenne de la métrique sur chacun des fichiers. Et puis, on peut voir à partir de quel moment on atteint un peu un palier. Et on choisit notre débit d'encodage comme ça. Donc voilà, tout ça, c'est notre plateforme actuelle en l'état. Je vais relancer la presse. Donc cette plateforme, elle devient fonctionnelle. On commence à avoir les graphes, ils ont été faits les dernières semaines et on voit bien qu'il y a encore des toutes petites choses à améliorer. Les évolutions à venir, ça va être de la documentation surtout. Stabilité, on n'a pas trop de problèmes pour l'instant. Ajout de VMAF, j'en ai parlé. Amélioration des courbes, pouvoir annoter les courbes, sauvegarder des petites annotations à un endroit sur la courbe. Enfin voilà, toute cette liste-là. Et le projet, il est sur GitHub. Et le Docker Compose fonctionne normalement, donc juste un up et puis vous pouvez tester chez vous. Le deuxième sujet qu'on a à vous présenter aujourd'hui, il est sur le per title encoding. Petit titre accrocheur, 2018, l'année du per title. Alors qu'est-ce que c'est? J'ai mis qu'une phrase, en fait, j'ai pas réussi à remplir plus. Le fait de déterminer les paramètres d'encodage en fonction de la source vidéo. C'est tout simple. C'est à la mode depuis que Netflix en a parlé, même si c'est pas les seuls à avoir eu l'idée. Donc il y a le lien de l'article, vous pourrez aller voir. C'est un article qu'ils ont fait en 2015. Ce que Netflix fait, c'est pour chaque définition, ils vont encoder plusieurs débits, ou en tout cas plusieurs paramètres d'encodage. À chaque définition, ils vont faire plein de fichiers, ils vont faire plein d'encodages. Ils vont évaluer la qualité de chacun par rapport à la source, donc avec des métriques PSNR, VMAF. Netflix utilisera VMAF, c'est sûr.
Et puis ils vont faire le choix du meilleur compromis, à partir de quand rajouter débit, ça rajoute pas de qualité. Et choisir comme ça le meilleur débit pour chaque définition, puis appliquer quelques règles de contraintes, de min, de max, il nous faut forcément ce débit-là et cette résolution-là pour tel device et pour des problèmes d'interopérabilité. Donc nous, on s'est dit, très bien, c'est fun, on a envie de faire aussi un prototype là-dessus, mais on va se donner d'autres contraintes, parce que encoder 10, 15, 20 vidéos par définition sur notre échelle OTT, pour chaque contenu qui passe chez nous, on n'est pas un service de SVOD, on a les trucs qui arrivent le soir, on veut qu'ils soient publiés le plus rapidement. Donc, on veut optimiser notre échelle de débit CBR, mais réduire la puissance de calcul qu'il faut. Et puis, être un peu indépendant vis-à-vis de notre encodeur final. C'était le but d'un prototype aussi, et puis de se dire que même si beaucoup de fournisseurs commencent à être avec leur propre solution, si un jour on met une solution en prod, c'est bien, on peut changer de fournisseur d'encodage derrière si notre analyse se fait indépendamment de l'encodeur qu'on utilise. Pour ça, il y a un outil open source super génial, FFmpeg, qui a une option Constant Trait Fighter. Donc on trouve ça très vite, hein. Dès qu'on cherche per title encoding fait maison, on trouve ça partout. C'est un mode d'encodage à qualité constante, donc il est dispo pour x264, x265 et l'encodeur VPX aussi. Et donc on lui donne une valeur de qualité, il nous trouve le débit. En tout cas, il choisit lui-même son débit. Et on n'a pas trop la main là-dessus. À part cette échelle qui est présentée, 23 est censé être le normal, 0 sans perte et 51 c'est j'enlève toutes les données que je peux. Donc on a construit un premier principe de base pour ce prototype. Comme on ne voulait pas faire plein d'encodage, on s'est dit on va déjà choisir le bon débit pour le profil le plus haut, pour la meilleure définition. Et puis à partir de ce débit-là, on a déjà passé plein de temps en analyse pour trouver notre échelle OTT, mais on va la réutiliser. On va l'utiliser comme un template. Et on a le facteur le rapport entre les débits de la couche la plus haute et des autres. Si on divise par 15, on retrouve sur la couche la plus basse, enfin voilà. Et on va décliner les débits de la suite par rapport à un débit calculé uniquement pour la couche la plus haute. On rajoute quand même une petite contrainte min et max sur chacun des profils parce qu'on est peureux, c'est comme ça. Et donc, on fait un premier encodage CRF sur un contenu qui nous donne de faire à 3 mégas 8, quelque chose comme ça, pour notre profil le plus haut. Dans l'exemple, si on continue du coup le calcul, on refait toute notre déclinaison des profils suivants. Et puis bon, ça n'a pas une tête trop horrible. On se dit qu'on a perdu un peu moins de 2 mégas sur la totalité de l'échelle OTT. Alors, on sait que ce principe-là, il a des failles. Ce qu'on veut, c'est se dire, ouais, mais est-ce que c'est pas suffisamment correct, suffisamment satisfaisant quand on le regarde? Et ça ne l'est pas tant que ça. Donc on a voulu aller plus loin. On voulait toujours rester sur l'idée qu'on faisait qu'une seule tâche d'analyse, qu'un seul encodage, en tout cas encodage CRF pour notre analyse. Et il y avait des moments dans la vidéo qui étaient plus complexes et on était un peu moins bon. Pour se dire, la vidéo testée là, elle nous a servi à faire notre échelle d'encodage fixe à 4 mégas 5 pour le 1080. Et là, il nous sort 3 mégas 8. Donc, quand subjectivement on avait décidé que c'était 4 mégas 5 et qu'il nous sort 3 mégas 8, en effet, on a été un peu déçus. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que la complexité du contenu qui est sorti par le CRF, la complexité et le débit alloué par le mode CRF de FFmpeg sont vraiment corrélés et ils vont de pair. Donc si on met un débit moyen, c'est qu'on a calculé aussi cette complexité moyenne. Il a déterminé que en moyenne, le contenu avait une complexité qui est cette ligne. Donc comment on peut faire pour nous reprendre la main sur l'algorithme CRF et comprendre un peu mieux notre contenu, où sont les passages compliqués? Et ben on fait plusieurs
petits encodages CRF du même contenu. Alors, je comprends que tout à l'heure, j'avais dit un seul encodage CRF. Là, on en fait plusieurs, mais ils sont tous plus petits. Et au final, si on les fait l'un après l'autre, ça prend le même temps d'encodage. Et même, ça va plus vite si on les fait en parallèle. Donc, c'est un win-win. On a plusieurs débits moyens retournés par chacun des petits encodages. Et on connaît la complexité de notre contenu. Donc, si on reprend notre exemple, on se retrouve exactement avec tous ces petits débits. Avant, on avait la moyenne en bleu foncé, et puis dans le vert d'eau, c'est tous les petits encodages. La bonne nouvelle, c'est que la moyenne de tous les petits encodages, elle est super similaire à, de toute façon, l'encodage sur le contenu entier. Donc on n'est pas trop loin de la vérité. À partir de là, on connaît mieux notre contenu, et ben on va faire un peu de maths, on va faire une petite moyenne pondérée en calculant l'écart type, et puis en fonction de plus on est au-dessus de la moyenne normale du contenu, on va donner plus de poids à ce petit chunk d'encodage CRF et moins de poids si on est en dessous. Ce qu'on voit là, c'est que bon, on n'arrive pas à absorber le pic complet au tout début du contenu. Par contre, on est plutôt à la bonne qualité sur la fin du contenu là. Et on est même un peu au-dessus du 4 méga 5. Donc on se retrouve sur notre contenu qu'on avait estimé visuellement sur notre échelle statique à 4 méga 5. Et là, on est un peu au-dessus, on améliore un peu la qualité. Donc on est content de ce qu'on fait et on se dit que l'algorithme, au moins, sur ce qu'on avait calculé, il nous sort des trucs bons, sur ce qu'on a vraiment vérifié visuellement. Et peut-être il nous sortira des trucs bons aussi, du coup, pour tout le reste. Donc tout ça, on n'a aucun retour d'expérience, c'est que du prototype. Il n'y a rien en prod. Ça ne veut pas dire qu'on fera ça en prod non plus, d'ailleurs. Mais ça nous a bien amusé. Et puis on s'est dit, voilà, on fait le truc. Vous pouvez retrouver aussi un petit package Python qui permet de le faire sur GitHub. Et puis on a commencé à faire un semblant de méthode à la Netflix qui permet de comparer. Alors on fait tous les encodages, on fait toutes les analyses de qualité. Le choix du bon débit sur la courbe, s'il y a des matheux dans la salle, vous pouvez aller sur le GitHub et puis vous pouvez faire des pull requests. Et puis par contre, en tout cas, c'est sûr qu'en temps de traitement, on est vachement plus court. Voilà. Donc si vous avez des questions sur ce sujet-là ou sur l'autre, c'est maintenant. Juste une petite question par rapport au niveau du calcul de la taille de la fenêtre en fait de calcul. Vous l'avez défini comment en fait en fonction de la durée du programme? Alors au tout départ, on avait fait en fonction de la durée du programme. On s'était dit, on choisit combien d'encodages on veut pouvoir faire en parallèle, parce que ça prend notre charge aussi en compte. Et du coup, si on faisait 100 chunks, ça dépendait du contenu. Et maintenant, on est un peu plus parti sur des plus petits, prendre la durée du chunk. Comme c'est pour une échelle de débit OTT, on s'est dit si on prend la durée du chunk final OTT, ça a peut-être un peu plus de sens. Plus on fait les chunks courts, plus l'écart quand on refait la moyenne globale en faisant la moyenne de tous les chunks, plus l'écart entre cette moyenne-là et l'encodage CRF entier se creuse un peu. Et on est... Là, du coup, on a une moyenne un peu au-dessus que si on faisait un seul CRF, ce qui est un peu logique, puisque voilà. Et en plus, ça permet la durée du chunk, ça permet de te dire que tu as bien ton imagier au début de chaque, comme tu l'auras dans ton encodage final. Donc voilà. Oui, en fait, moi je suis pas sûr d'avoir très bien compris. L'idée c'est quoi? C'est de faire un CRF pour chaque petit morceau pour essayer d'obtenir une moyenne et fixer votre débit pour un encodage qui finalement sera en constant bitrate. Ouais, alors
Là, la contrainte, on est sur une échelle de débit CBR. On ne fait pas encore les fous en VBR, en tout cas sur ce projet-là. Et oui, c'est un petit encodage CRF à chaque fois sur une petite partie du fichier. Et donc, il va te remonter, il va te l'encoder en CRF, il va dire, tu vas regarder, et il va avoir encodé un truc à 10 mégas, et de l'autre côté, il va avoir encodé un truc à 5 mégas. Donc, tu sais sur quelle partie et combien de parties de ton fichier sont plus hautes, et tu leur donnes plus d'importance pour avoir une moyenne un peu plus pondérée, un peu à la hausse. Et comme ça, tu compenses l'encodage sur les parties difficiles de ton film. Pour pas que ta scène d'action elle soit moche, alors que voilà, tu as fait ton CRF, tout est calme pendant tout le film, tu as une scène d'action, et bah, de toute façon, dans la moyenne globale, elle avait compté pour rien. Là, tu lui donnes plus d'importance pour que ça soit bien. D'accord, mais au final, tu vas avoir le but, c'est d'avoir un débit moyen pour tout le film, par exemple. C'est ça. Et ensuite, non, c'est pour tout le film. Ouais, après, on fait vraiment un CBR sur tout le film. D'accord, ok. C'est juste comment pouvoir savoir de quelle quantité on booste cette moyenne de CBR, parce qu'on sait qu'on fera un CBR pour tout le film au final. D'accord, merci. Et du coup, le CBR que vous choisissez à la fin, c'était le bar graphe rose sur le schéma, c'est ça? Oui, c'est ça. Très bien. C'est ça, exactement. Merci. Bon bah, merci beaucoup. Dernière minute. Pourquoi vous n'êtes pas sûr de le mettre en prod? Parce qu'on n'a pas encore assez de recul, et on verra bien ce qui s'intègre, et de toute façon on va tester d'autres solutions, d'autres façons de faire, développer nous-mêmes, et puis on va peut-être tester aussi de toute façon d'autres façons de faire de fournisseurs dont c'est leur métier, et puis on pourra comparer aussi notre projet, un prototype un peu bancal aux autres, et puis voir si en fait ça se tient ou pas. On va attendre d'être un peu plus sûr. Sur le premier projet, je voulais savoir, est-ce que vous êtes content de PSNR et SSIM comme métrique? Est-ce qu'il y a eu des cas où vraiment gratte, ça correspondait pas du tout à ce que vos yeux voyaient? Ou des inversions, quoi, genre le PSNR monte, mais en fait, non, c'est pas. Alors, il n'y a pas d'inversion, même VMAF qui n'est pas encore là. Globalement, on représente toujours la même tendance. Faut juste l'intérêt de travailler souvent avec, c'est de se dire, tiens, SSIM, à partir de quel écart de valeur je considère que c'est un vrai gain visuel. Parce que c'est de 0 à 1, mais j'ai jamais fait de mesure SSIM qui allait en dessous de 0,7. Donc et jamais au-dessus de 0,98 ou un truc comme ça, enfin, sauf si c'est exactement la même vidéo. Mais donc c'est des algorithmes qui cherchent aussi, SSIM en tout cas cherche des similitudes, et donc il en trouvera toujours, et il donnera toujours une valeur pas si basse que ça. Mais la tendance est plutôt bien. Après, c'est comme cet algo CRF qui va sortir un débit moyen, et puis on se rend compte qu'il est un peu en dessous de ce qu'on avait vu. C'est ça, c'est plutôt pour voir. On avait un fournisseur d'encodage à un moment où il était vraiment en dessous, et dans notre boucle de test, c'était un passage précis. C'était un passage sombre, et ça permet d'identifier, on se dit, il y a un problème dans ce bout de clip qui est sombre, et dans les rouges, l'encodage n'était pas beau, et le noir n'était pas le vrai noir, etc. Donc c'est là qu'on va détecter les problèmes, plutôt quand on voit un creux, quand on voit une différence qui est un peu choquante. J'ai une petite dernière question. Sur le premier projet aussi, vous avez fait, en gros, si j'ai bien compris, l'interface pour un peu automatiser toutes ces analyses. Est-ce que dans les workers qui tournent pour faire l'analyse, est-ce que vous avez changé quelque chose aussi? Est-ce que vous avez rajouté des choses ou... Alors les workers, du coup, on les a. Pour l'instant, c'est des workers développés aussi en même temps que l'interface. C'est du FFmpeg, du FFprop derrière pour PSNR et SSIM. Et du coup, on va intégrer VMAF, soit via le VMAF maintenant qui peut être accessible via FFmpeg, ou bien directement le bit VMAF dans l'appli worker.
D'accord, donc si on télécharge le projet GitHub et qu'on l'installe chez nous, on peut faire tout ce Ça marche, ouais. Dans le Docker Compose, le Docker du worker installe les FFmpeg et tout avec et ça tourne. Ok. Très bien, merci beaucoup. Merci. Et puis on va passer à la presse de Nomalab. Bonsoir. Alors rapidement, moi je vais présenter tout le monde et ce qu'on fait. Donc, moi je suis Sébastien Crème. Roman, pardon, c'est mieux là. Là c'est mieux, c'est ça. Je recommence. Alors, moi je suis Sébastien Crème, Roman Lafont et Marc-Antoine Arnoux. Et on travaille chez Nomalab. Alors Nomalab, qu'est-ce qu'on fait? On opère et on développe une plateforme web. L'objectif, c'est de conserver, distribuer des contenus audiovisuels professionnels. Ça, c'est un panel de nos clients aujourd'hui. On a à peu près 2 ans. On est 9. Qu'est-ce qu'on fait exactement? On a grosso modo deux catégories de clients. Les premiers, donc, c'est les ayants droit qui vont via la plateforme gérer leur catalogue d'actifs, de master. On gère tous les formats, toutes les versions. On travaille aussi avec des partenaires. Typiquement, le cas le plus évident, c'est les gens qui font du doublage, qui vont aussi avoir besoin de passer par la plateforme. Et de l'autre côté, les exploitants, donc les gens qui vont diffuser, les gens qui vont récupérer les fichiers pour la VOD, etc., et qui vont avoir besoin d'avoir des livrables qui sont entièrement vérifiés et sur lesquels ils n'ont pas de questions à se poser, que ce soit n'importe quel format, n'importe quelle spécification. Et ça dans le monde entier. L'idée, c'est de évidemment dépasser les frontières et de faciliter en fait les échanges pour tout le monde. Et donc, comment on le fait? On le fait avec une architecture qui est entièrement web. C'est-à-dire que pour travailler avec Nomalab, il n'y a besoin que d'un navigateur. Bon, il faut quand même qu'il soit un peu récent, évidemment. Mais l'objectif aussi, c'est d'avoir une plateforme qui est entièrement scalable et qui est entièrement opérée sur le cloud et qui est disponible de Québec à la Nouvelle-Zélande en passant par le milieu. Enfin, bref, je suis super mauvais en géographie. Et oui, donc l'idée, voilà, c'est que la plateforme est toujours up. On travaille sur la sécurité, les transcodages, le contrôle de qualité, le modèle de données avancé pour la description des contenus. C'est beaucoup de code à nous qui tourne. Et là, aujourd'hui, ce qu'on vous présente, et ce que vont présenter Marc-Antoine et Roman et Marc-Antoine, c'est ce qu'on fait sur le contrôle qualité depuis 2 ans également. Alors du coup, moi je vais vous parler surtout de la partie un peu plus théorique, sur 2 points. Donc le premier, c'est la partie contrôle qualité, et la deuxième, c'est un petit peu plus sur la partie de la théorie du cloud. Donc du coup, le contrôle qualité, le but, c'est vraiment de valider en fait un média pour vérifier en fait son interopérabilité quand on le reçoit dans son entreprise et de pouvoir savoir si on le supporte ou pas. C'est vrai qu'en fait, si on met pas ça en place, en fait, le contenu, on va le recevoir et potentiellement 1 mois après, on va essayer de vouloir le diffuser. Puis en fait, on va se rendre compte que non, finalement, mon player en fait va pas pouvoir le lire. Il faut redemander une livraison, ce genre de choses. Donc en fait, ce travail doit être fait en amont et donc permet vraiment de faire en fait l'équivalence d'un firewall pour ceux qui sont un peu plus techniques. Donc du coup, de vraiment de filtrer ce qui est supporté ou pas. Donc du coup, sur quelles informations on va se baser? Donc ça peut être un petit peu à tous les niveaux, donc aussi bien sur la taille du fichier, sur les propriétés de SHA-1, de MD5, ainsi de suite. Sur les propriétés du conteneur, donc les informations qu'on stocke dans le MXF, dans le QuickTime, dans les headers du Wave, ainsi de suite. Et après aussi donc sur la partie des codecs, les espaces colorés, les débits, ainsi de suite, enfin tout ce que vous pouvez imaginer.
Et enfin, il y a quand même aussi une partie purement visuelle ou auditive en fait qui permet de regarder est-ce qu'on a pas des défauts de compression ou des problèmes de loudness ou de synchronisation de sous-titres. Alors pour faire ce travail-là, en fait, on est obligé de se baser sur une référence quand même, mais du coup le BU définit en fait ces différents critères. Donc au jour d'aujourd'hui, en fait, on a 245 cartes qui sont définies, donc qui permettent de définir des critères un petit peu sur tous les niveaux. Donc on va détailler un tout petit peu, mais du coup chaque carte en fait permet de décrire sur quels critères, par rapport à quelle référence elle se fait, s'il y a un standard derrière et ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir en fait attendre en sortie? Est-ce que la propriété en fait qui va être analysée va être correcte ou pas? Et qu'est-ce qu'on va retrouver? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près aussi une centaine en fait de cartes qui sont en cours de définition, ça continue en fait à évoluer. Les deux sujets principaux que je dirais en fait qui sont vraiment mis en avant, c'est la partie contrôle qualité sur le sous-titre. Il y a beaucoup de travail à faire là-dessus en ce moment, notamment avec IMSC1 et ainsi de suite. Et du coup, ça rejoint en fait aussi le sujet IMF, donc qui est aussi des cartes en fait qui sont en cours de définition. Donc toutes ces cartes en fait, elles sont classifiées aussi parce qu'en fait toutes n'ont pas le même poids en fait. En fait, le plus simple en fait, on va partir sur les cartes qui sont de type absolu. Donc ces cartes-là en fait sont vraiment sont basées sur des critères en fait qui sont soit donc purement récupérables en fait directement depuis le fichier, donc la résolution, l'audio bitdef ou ainsi de suite, mais aussi par des métriques comme le loudness où en fait on va pouvoir analyser et que cette analyse en fait est définie dans un standard précisément comme le loudness. Après on a des cartes en fait qui sont purement en human only review, donc du coup là c'est vraiment, il faut avoir un œil d'expert pour donner son avis, et du coup en fait vous pensez bien que l'avis en fait peut potentiellement différer. Est-ce que la colorimétrie en fait du film en fait semble correcte par rapport à l'interprétation du réalisateur ou ce genre de choses en fait. On pourrait aller aussi loin que ça. Enfin voilà, du coup, il y a quelques exemples ici. Après, on a des parties en fait objectives, subjectives, qui concernent en fait toutes les cartes qui sont plus ou moins en fait définies par rapport à des références, mais qui sont pas forcément standardisées, ou qu'en fait, comme les subjectives en fait, qui sont assujettis en fait à l'algorithme. Donc du coup, que deux outils de contrôle qualité vont pas forcément donner la même valeur en fait, puisque du coup, par exemple, la métrique du bruit dans l'image en fait, elle peut être purement propriétaire et rien du tout de défini là-dessus. Et enfin, du coup, il y a une dernière catégorie uniquement pour le PSE, la métrique de flashing dans l'image, puisqu'en fait c'est purement réglementaire pour certains pays. Et du coup, en fait, par rapport à tout ça, en fait, ce qu'on va faire, c'est que pour réaliser une analyse, en fait, on va donc générer en fait un template. Un template, c'est rien d'autre qu'un ensemble de cartes avec des contraintes sur ces cartes-là. Donc, si on prend un exemple, en fait, on va pouvoir définir en fait un template où moi, je veux justement recevoir uniquement des vidéos qui sont de résolution SD, HD ou UHD, et tout le reste, en fait, dès que je reçois un contenu qui aura une autre résolution, et du coup, je pourrais le filtrer et dire non, je ne supporterai pas ce type de contenu. Pareil pour le programme Loudness, ainsi de suite, et puis on peut concaténer en fait toute cette suite de conditions. Donc si je résume, en fait, l'outil de QC en fait va être vraiment là en fait en arrivée. Du coup, on va partir d'un template et de nos vidéos qu'on va recevoir, on va pouvoir en fait filtrer et dire aux personnes si oui ou non en fait le fichier est conforme à ce qu'on attend. Le deuxième sujet en fait un peu plus théorique, donc du coup c'est la partie cloud processing que Antoine en fait a déjà un petit peu évoqué aussi. Ce qu'on fait vraiment en fait à Nomalab, c'est donc du coup c'est vraiment de l'application cloud, et du coup c'est bien à différencier d'une application qu'on développe en local et puis qu'on va mettre dans le cloud, puisqu'en fait si on part de ce concept là, en fait si on prend une application
avoir des fonctionnalités qui sont équivalentes, des performances équivalentes si la machine, bien sûr, a les mêmes propriétés. Et la fiabilité également sont similaires, puisque du coup, si la machine tombe, du coup, en fait, notre service tombe, et du coup, on va être obligé de redémarrer, ainsi de suite. Du coup, typiquement, si on fait une analyse que ça va prendre 10 minutes ou 2 heures, ça dépend de ce qu'on va cliquer dessus. Si la machine, en fait, crache au bout d'une heure 50, il va falloir redémarrer tout le process. Nous, ce qu'on fait en fait vraiment, c'est de séparer en fait toutes les petites fonctionnalités. Et donc du coup, en fait, dans le cloud, en fait, on va avoir exactement les mêmes fonctionnalités applicatives. Par contre, au niveau performance, on va pouvoir être beaucoup plus dynamique. Donc, si on a plus de besoins, en fait, on va pouvoir automatiquement en fait scaler. Et en fait, sur la partie fiabilité aussi, on obtient de meilleurs résultats, puisqu'en fait, s'il y a une instance en fait qui va tomber, d'autres vont pouvoir prendre le relais et du coup assurer en fait une continuité de service. De plus, si on fait bien notre travail, si on découpe en petits morceaux, si un travail tombe en échec au bout d'une heure 50, potentiellement on n'aura perdu que 5 minutes de traitement, et donc on aura juste à reprendre en fait ce petit travail là pour arriver à la fin du job et pas tout recommencer en fait l'heure 5 de travail. Et au niveau performance, en fait, l'avantage aussi un petit peu qu'il faut mettre en avant, c'est aussi le choix que l'on peut avoir sur le type d'instance. On peut avoir des petites instances qui vont nous permettre de faire des petites choses qui seront toujours allumées, mais potentiellement qui n'auront pas besoin de beaucoup de performance. Par contre, après, dès qu'on va vouloir faire du traitement d'image, de l'analyse sur l'image, on va peut-être préférer une instance de type GPU, ou si on a des besoins de lecture optimisée, tout ça, en fait, on va pouvoir miser sur une instance de réseau, et donc du coup vraiment adapter aux besoins en fait chacune des instances. Donc moi je vais commencer par présenter un peu pourquoi on en est venu à développer une solution interne de contrôle qualité. Donc en fait on a étudié les différentes solutions qu'on retrouve dans le marché actuellement sur du contrôle qualité, et c'était pas vraiment adapté au modèle qu'on développe à Nomalab, c'est-à-dire de la scalabilité et de la disponibilité comme c'est passé tout à l'heure. Et donc avec des solutions du marché actuel, on se retrouve limité, aussi bien économiquement que technologiquement. Et donc l'intérêt c'était d'avoir un système qui soit distribué et scalable, et qui ait une certaine sécurité au niveau des machines, etc., et de pouvoir être performant, peu importe la quantité de travail à traiter. On voulait aussi pouvoir réaliser des analyses en parallèle au niveau du contenu. Donc, par exemple, dans de la vidéo, si on doit analyser les pixels noirs et à la fois l'espace colorimétrique, par exemple, on n'a pas envie d'attendre que chaque analyse soit faite tour à tour, mais de pouvoir réaliser les analyses en parallèle, et en fait le fait d'augmenter les paramètres à analyser ne va pas augmenter le temps d'analyse. Donc tout ça, ça permet de s'adapter aux besoins techniques mais aussi économiques, donc avec en maîtrisant les coûts grâce aux instances. Donc comme l'a dit Marc-Antoine, mobiliser des instances plus performantes, plus chères pour des plus gros travail, ou bien préférer utiliser des instances moins chères qui vont prendre plus de temps, mais donc plus adaptées vraiment aux besoins. Donc, je vais parler un peu de l'architecture. Je vais donner un exemple d'un cas de livraison. Donc, quand un utilisateur va uploader un fichier depuis la plateforme Nomalab, depuis un utilisateur, le fichier va être stocké sur S3, qui est le service de stockage d'Amazon.
Et donc c'est un point d'entrée unique pour tous les traitements qui sont réalisés sur ce fichier, donc qui sont réalisés avec différents workers spécifiques. Dans le cas d'une livraison, par exemple, quand l'utilisateur va demander la livraison vers son destinataire, on va d'abord avoir un worker de transport et de séquencé pour passer du formulaire au format PAD. Une fois qu'on a notre fichier PAD, on va vouloir analyser notre qualité. Donc on aura plusieurs workers avec différents niveaux d'analyse. Donc, par exemple, analyser le wrapper du fichier XF, par exemple. Donc ces deux workers-là sont développés entièrement en interne dans Malab. On ne fait pas appel à des dépendances externes, de manière à optimiser la lecture depuis S3 en HTTP. Et donc une fois qu'on a analysé le wrapper, dans le wrapper, on est aussi capable de récupérer les adresses des images et donc pouvoir réaliser une analyse plus approfondie des images en les décodant et donc, en leur analyse. Et donc, par exemple, ces workers-là de décodage et d'analyse nécessitent plus de ressources que l'analyse là. Donc on va pouvoir mobiliser plus d'instances. Et donc à la fin, on va vouloir livrer le fichier au destinataire, donc avec un autre worker de Raspberry. Actuellement, le système qu'on a développé, il permet de valider le wrapper, donc MXF ou QuickTime. Donc sur des éléments qu'on retrouve dans le wrapper qui sont communs dans le contrôle qualité, donc par exemple le framerate, le timecode, ce genre de choses. On finalise aussi une analyse plus approfondie du contenu, donc avec du décodage d'images et leur analyse, par exemple la détection de bordures noires dans une image. Et donc tout ce système est interopérable puisqu'on se base sur les spécifications de l'EBU, donc depuis le template de validation jusqu'au rapport d'analyse obtenu. C'était technologie et ils m'ont dit c'est CTO, technologie c'est toi. Ouais, alors du coup, juste on voulait dire quelle techno on utilise pour faire tout ça. Donc aujourd'hui, on a les workers, comme l'a dit Antoine, on utilise aussi FFmpeg évidemment. On contribue aussi un peu à FFmpeg. Du Rust pour tout le reste. Les backends qui permettent de travailler plutôt sur l'aspect distribué, l'aspect reprise sur erreur, fault tolérance, etc. C'est Elixir, Scala, et tout le front-end est fait en Helm. Le point commun de tout ça, c'est plutôt d'avoir des technologies qui sont aujourd'hui fortement typées, fonctionnelles, et qui sont vraiment adaptées à ce qu'on fait aujourd'hui dans les travaux parallèles sur du cloud, sur des machines qui peuvent se lancer n'importe où, à n'importe quel moment, et qui peuvent s'arrêter à n'importe quel moment. Un des points que je voulais juste préciser, c'est effectivement dans le coût, là on vient d'y passer, là, c'est pour ça, chez Amazon, ils ont des instances que vous payez au prix du marché. Donc vous dites, Jean Chéri, je mets 1 euro pour payer cette instance-là, quand normalement 2, et si le prix du marché il est à moins d'1 euro, elle démarre. Et puis dès que le prix du marché il augmente, elle s'arrête. Donc c'est vrai que c'est super important de pouvoir arrêter, redémarrer et distribuer complètement un travail, et c'est vrai que c'est ce qui nous motive aujourd'hui technologiquement et de manière à optimiser les coûts pour nous et pour nos clients, de pouvoir avoir des technos et de pouvoir faire ce que vous en présentez maintenant. Il y a un slide après. C'était la fin. Voilà. Il y a voilà. Et je pense que c'est le moment où vous pouvez poser des questions. Question.
J'ai juste deux questions. La première, c'est comment vous faites lorsque les fichiers que vous souhaitez procéder sont encryptés, que ce soit dans le cloud ou ailleurs. La deuxième question, c'est est-ce que vous avez une version qui n'est pas dans le cloud, qui serait installable chez les clients? Pour les fichiers cryptés, aujourd'hui, on n'a pas travaillé là-dessus. Donc en fait, ça fait 2 ans qu'on existe. Donc on est en train on augmente nos clients tous les jours. Et ben on est une start-up, on est neuf, donc les features, voilà, c'est une roadmap, etc. C'est vrai que c'est pas un cas aujourd'hui au niveau télé, broadcast, VOD. Pour l'instant, on est sur un cas où on n'a pas de fichier crypté. Le seul cas que je vois, à la limite, ça serait pour les DCP cinéma, où effectivement là il y a une grosse problématique. Mais on s'est pas encore posé la question. Et pour le cas VOD, le cas de crypté, enfin le cas des DRM sur la VOD, c'est plutôt la diffusion. Du coup, on est un peu loin de ça. Et pour répondre complètement, évidemment, tout ce qu'on fait sur S3 utilise les permissions et le système de permissions d'S3 d'Amazon qui nous permet de garantir, enfin de continuer à garantir ce que Amazon offre de base en termes de sécurité sur S3. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'on a une version embedded? Alors, comme vous l'avez vu, on utilise énormément de cloud. Donc, évidemment, on développe sur les machines. On a aussi des Docker Compose qui permettent de monter un gros truc, mais Docker Compose ne fait pas tout. Parce que on a quand même une infra qui est derrière, on a un message broker, on a beaucoup de choses qui sont derrière et qu'on utilise énormément de technologies cloud qui sont disponibles, qui pour le coup, pour ces infras-là, coûtent pas très cher, vraiment pas très cher. Du coup, aujourd'hui, on est vraiment cloud native, je dirais. Maintenant, c'est quelque chose qu'on nous a aussi demandé, et pareil, on est une start-up, on évolue. S'il y a un marché qui correspond à une option très sérieuse, on a des idées pour y aller. Parce que effectivement, comme vous l'avez vu, toutes les technos et tout ce qu'on fait là-dessus, on sait qu'on peut y arriver. Par contre, effectivement, il y a un effort qui est derrière qui aujourd'hui n'a pas rencontré en tout cas de demande marché ou de contrat signé assez fort. Mais si vous avez un cas, on peut discuter. J'ai une question par rapport à votre architecture basée sur le stockage en S3 au centre. Du coup, si vous arrivez à lancer des jobs en parallèle de Q6 et que du coup vous avez un accès concurrentiel aux fichiers sur S3, du coup, est-ce que ça c'est natif S3 ou vous avez fini un truc Oui, c'est natif S3. En fait, sur S3, vous pouvez... la technologie la plus simple là-dessus, c'est des byte range. Donc S3, c'est une API HTTP et vous faites une range, vous ferez une query sur une range particulière de bytes. Voilà, donc en fait, vous pouvez le faire de n'importe quel endroit, de n'importe quel worker, de n'importe quel. Enfin, il faut évidemment avoir les autorisations, lui demander, générer une clé, etc. Mais une fois que vous avez ça, vous pouvez accéder à n'importe quelle partie du fichier. Ce qui est super utile pour faire ça, sinon vous ne voyez pas. Oui, et du coup, c'est vraiment ce qui nous permet en fait d'optimiser la lecture de MXF. Par exemple, si on prend du FFmpeg en fait sur du S3, juste pour faire un FFprop simple, en fait, on va tomber sur les au moins 30 secondes, je dirais. Alors que nous, en fait, on en est plutôt autour des 2 secondes grand maximum, quoi, en fait. Donc, en fait, c'est ce qui nous permet en fait de vraiment optimiser notre accès en fait en HTTP, de faire du byte range, de requêter en fait aux beaux endroits sur le MXF. C'est pour ça aussi qu'on a eu besoin de redévelopper en fait notre propre parseur de MXF parce que toutes les librairies qui existent en fait sont pas forcément vraiment adaptées pour faire ce genre de requête en fait. Vous avez préféré remonter dans HTTP plutôt que faire un montage dans le type de stockage EC2 vers S3 le remonter à un niveau pour HTTP plutôt que passer par le traditionnel. C'est plus efficace. La question c'était vous avez préféré faire du S3 plutôt que le C2 qui va après remonter dans la pile HTTP plutôt que de faire de l'EC2 qui prendrait du S3. Oui, parce que on a des gros fichiers, repasser par EC2 ça prend énormément de temps. Et effectivement, en fait, on a rapidement, en développant le premier proto là-dessus, on a rapidement vu le problème de FFmpeg avec le buffer, le HTTP qui était pas top. Et on a rapidement vu qu'en le faisant à la main, ça marchait quasiment direct. Donc oui, on s'est dit oui, ça vaut vraiment le coup.
Et ça vaut effectivement. Même là, en fait, on est aussi en train de regarder en fait pour récupérer justement des images en fait à un temps donné en fait du contenu et de l'extraire en fait, et ça aussi, en moins de 15 secondes en fait, on l'a quoi. Donc ça en fait, ça permet vraiment de, parce qu'en fait justement comme le NXF en fait va pouvoir récupérer rapidement. Après du coup pareil le MP2 va pouvoir lire toutes les frames en fait, même si c'est du gopé en fait, on va pouvoir faire de l'accès en fait en parallèle pour récupérer toutes les frames nécessaires pour décoder la GOP, et du coup après on pourra récupérer la bonne frame très rapidement en fait. Bonsoir. Moi j'avais une question plutôt sur l'orchestration. Comment vous orchestrez un petit peu toute cette architecture dynamique dans le cloud? Est-ce que c'est du homemade? Comment sont groupées les instances logiquement? Alors, avec mon associé, on a beaucoup parlé de moteur de workflow. Et moi j'ai une antipathie vis-à-vis des moteurs de workflow qui est née ces 10 dernières années. Tout simplement parce que je pense qu'un moteur de workflow, c'est souvent des boîtes, et qu'en fait on finit par coder dans des boîtes, alors que finalement on a des outils, on a des langages de programmation qui sont fonctionnels, statiquement typés, et on se retrouve à coder du script dans des boîtes, dans une interface web. Et donc pour éviter ça, effectivement, on a plutôt travaillé sur un système à base de messages. On s'est dit, bon, en fait, on va travailler sur des messages qui sont reprenables tout le temps. C'est-à-dire tout ce qu'on fait, il y a un message qui arrive, on traite le message, et soit on acknowledge, soit on n'acknowledge pas, et on finit. Et du coup, en fait, tous nos process sont basés là-dessus. Et c'est du langage fonctionnel, statiquement typé. Donc tout ce qu'on fait est statiquement typé et fonctionnel. Donc dès qu'on modifie un bout des workers, ça va compiler entièrement tous les autres. Et on sait qu'on ne va pas être bon si c'est pas bon, etc. Et ça, aujourd'hui, ça nous permet d'avoir une architecture qui reprend sur erreur avec quasiment aucune supervision de notre part. On a quand même une supervision, on a des dev letters, on a des messages qui tombent enfin. On peut les relancer. L'idée, c'est qu'on peut relancer tout ce qui a été fait, ou tout ce qui n'a pas encore été fait, ou tout ce qui est en train d'être fait, et que c'est pas grave, parce que tout le code est fait pour ça. Les instances sont lancées quand on reçoit un message. Alors les instances sont lancées. Aujourd'hui, là on utilise Batch d'Amazon. On utilise Batch avec des spots instances. Donc les instances sont lancées. Quand on a un travail à faire, on lance autant d'instances que de messages ou que de work à faire. Et si le prix nous convient. Ouais. C'est plus clair. Si j'ai bien compris, les clients ils vont venir déposer les fichiers dans le cloud. Est-ce que, vous avez parlé au tout début du use case de doublage. Est-ce qu'après, il y aurait d'autres clients qui vont venir éditer, rajouter des pistes audio ou faire de l'animation graphique, des effets spéciaux sur les fichiers, ou alors, ils doivent, on adore. L'objectif de base de Nomalab, c'est vraiment tous les travaux qui ne sont pas créatifs. Donc moi je viens de Microsimage, on a quand même pas mal d'expérience sur vraiment ce que c'est que le métier de création sur les images. Et aujourd'hui on sait qu'il y a quelque chose à faire forcément sur les navigateurs, c'est de plus en plus puissant pour faire la 3D, pour faire des choses, mais on n'en est pas là. Du coup, nous l'idée c'est de vraiment rester sur des choses qui ne sont pas créatives. Donc ce qu'on propose aujourd'hui c'est de trimer, donc cut in, cut out. Oui, de faire un peu de sous-titres, peut-être de l'édition de sous-titres. Là, on pense qu'on a quelque chose qui pourrait tourner. Donc d'aller en fait sur vraiment les métiers qu'on appelle, maintenant à tort, mais les métiers de labo. Vraiment les métiers qui sont hors de tout ce qui est l'editing, même si les sous-titres c'est borderline. Mais l'idée, voilà, c'est de rester sur vraiment tout ce qui est technique, et donc de rester sur, à la limite, là où on va jouer, c'est rajouter une mire, rajouter un carton pour définir ce qui se passe devant, jouer avec les fonds neutres, les couper, les envoyer à part. Oui, spécifier les pistes audio, ça c'est évident, le mapping audio, et rajouter des audios externes, changer le framerate, faire un vari speed, faire de l'upscaling, du downscaling. Mais ça reste que on reste vraiment dans l'univers technique.
Et on attaque une fois que la post-prod est passée, la post-prod éditoriale. Problématique de distribution. Oui, les problématiques plutôt de distribution. Voilà. Maintenant, moi, j'adorerais faire des choses dans Navigator. Ça, c'est sûr que je sais qu'il y a des choses qui existent, hein, mais je pense qu'au niveau de la post-prod, comme on en fait de manière, je dirais, professionnelle, on n'en est pas encore là, mais il y a forcément un truc à faire. Dernière question juste de mon côté. Moi, je ne connais pas du tout cette partie-là du workflow vidéo. Vous avez dit, il y a une centaine de contrôles à faire par vidéo. Combien de temps ça prend pour une vidéo de 2 heures et combien ça coûte aussi? Aujourd'hui, on est à peu près à un pour un. On est à une fois le temps de la vidéo. Ça prend une vidéo d'1 heure, mais 1 heure. On a vraiment l'ambition d'ici la fin de l'année de réduire ça drastiquement. C'est quelque chose qu'on sait où on peut aller très loin. Là, on en a fait un bout, hein, mais il y a encore. Là, on a parlé beaucoup du wrapper parce que c'est le plus simple, donc c'est celui qui va le plus vite. Mais évidemment, là où vraiment on a du taf, c'est tout ce qui est contenu, image, etc. Et là, il y a beaucoup de choses à faire. Là, on aimerait vraiment descendre, voilà, à 10 minutes. Alors après, le coût, ça dépend du prix de l'instance, au moment où on le fait. Mais non, après le coup, c'est 1 heure de process sur une instance qui est assez costaud quand même. Une instance avec au moins 4 cœurs. Et puis, le coût de l'entrée, enfin, on ne le paye pas à l'entrée-sortie, mais on le paye en le stockant quelque part, mais le coût du stockage du fichier. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Et du coup, on va continuer dans l'autre salle, je pense, rapidement pour finir les bières et les pizzas et commencer à se diriger vers le bar l'instant, c'est ça? Dans cette vue-là, du coup,